Monsieur Rotran, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, j'aimerais remercier la Commission pour le sérieux donné à ma motion qui est adoptée en avril 2018, je pense, pour l'étude qu'ils ont faite. Je constate qu'il y a beaucoup de discussions et analyses et que la recommandation est qu'on doit rester avec le système actuel d'élire nos élus municipaux. I just don't agree with your conclusions, and I believe the study was too limited in what it looked at. The City of London was the only city in Ontario that actually used ranked ballots for its election this time. And it is true that there was a marginal decline in voter turnout from 42 to 39%. But overall, the Commission should have said that most cities in Ontario also had a decline in voter turnout in the 2018 elections. I'm not sure the final figures in Toronto, but there was a substantial decrease in advance voting, and that was due largely to the confusion of Government of Ontario intervening in the middle of the Toronto election to change the electoral system and the wards. But even outside of Toronto, very few cities had an increase of voter turnout using first past the post. The original motion basically suggested that the evidence shows that over time, ranked ballots builds voter confidence and actually higher turnout. It also changes the tone of the campaign. Campaigns become more civil. In first past the post, there's a tendency of political parties to talk to their base. In other words, turn out the base by attacking the other guy and polarizing the voters. Under preferential balloting, you've got to seek second votes from those who may not agree with your core program. So compromise becomes the basis of preferential ballots. I have tabled earlier today with the greffier a document prepared by Fair Vote Canada, which looks at voter turnout elsewhere where ranked ballots or preferential ballots have been used, and shows that in cities like San Francisco, which went from first past the post to preferential ballots in 2007, that there's been a steady growth in voter turnout so that at the mayoralty level, participation has gone from 40% to 70%. The same things happened in Berkeley and Oakland. The same thing, to a lesser extent, happened in Minneapolis and St. Paul. And over a period of well over a decade, ranked ballots tends to change the political culture. The literature that I've read from the United States also indicates it allows more visible minorities to get elected. Still, the report of the Commission did point out that a couple of cities that asked their voters in referendum whether they should go to ranked ballots didn't cross the bar to get that as their system. Both Kingston and Cambridge had 63% of their voters vote for this change that your report says is too complex. That the voters wanted it. But the Government of Ontario made a rule that at least 50% of the voters plus one had to turn out. There were almost no communities in Ontario under any system that crossed 50% plus one. That doesn't mean these places won't have ranked ballots in 2022. It simply means the decision now belongs to the municipal councils and not to the voters. Madame Présidente, I support ranked ballots. I don't support proportional representation, which I see putting power in the hands of the party bosses. I believe in ranked ballots of giving more rights and power to citizens. Now, I understand that there will not be any requests from the City of Montreal. But the government of Quebec is on the record as saying it's going to propose an electoral reform at the provincial level. And I ask the question, will it also look at the municipal level at the same time? The next municipal election, it will be 20 years since the fusion, 20 years since a system of 103 elected officials in Montreal, 20 years with our system of delegated votes at the agglomeration. Madam President, I think it's time to have a look at least at our system, not only how we elect our officials, but how many we are and how we function. I've always been a champion of a big council because I believe in diversity and democracy. But after 15 years of supporting the same position, I don't see much diversity created by our current voting system, and I don't see much democracy. I see party line votings. So I invite the government of Quebec in its larger debate on how
we're going to vote provincially to look at how we're going to vote and elect our municipal officials. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Rotrand. Alors, ce rapport est déposé. Monsieur le leader. Madame la Présidente, au point 805, je dépose le rapport de la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation intitulé « Projet de règlement modifiant le règlement sur la construction et la transformation de bâtiments ». Merci beaucoup. Monsieur Ryan, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. C'est à titre de président de la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation que j'ai l'honneur de déposer le rapport de consultation et les recommandations de la Commission à la suite de la consultation publique menée sur le projet de règlement modifiant le règlement sur la construction et la transformation des bâtiments qui encadre la construction de nouveaux bâtiments ainsi que la modification de bâtiments existants sur le territoire de la Ville de Montréal. Cette consultation a été menée à la suite du dépôt du projet de règlement à l'Assemblée du Conseil municipal au mois de décembre dernier. Le projet de modification visait à bonifier le règlement municipal existant en y intégrant différents éléments de la plus récente version du Code de construction du Québec, ainsi que quelques recommandations émises par la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs dans son rapport intitulé « L'aménagement des bâtiments dans une perspective de développement durable sur le territoire de la Ville de Montréal », dont le comité exécutif avait décidé de recommander la mise en œuvre. En vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la LAU, j'ai été désigné par la mairesse de Montréal pour tenir cette consultation publique qui visait essentiellement à informer le public pour lui permettre de donner son avis au sujet des modifications proposées à la réglementation relative à la construction et à la transformation des bâtiments à Montréal. Dans ce dossier, il a cependant été convenu de tenir un processus régulier de consultation publique, et ce, bien que la LAU requiert la tenue d'une seule séance publique suivie du dépôt de son procès-verbal à l'Assemblée du Conseil municipal suivante, séance à laquelle le projet de règlement est habituellement soumis en deuxième lecture pour adoption du règlement. Cette décision de mener un processus de consultation publique standard dans ce dossier découle de la réponse du comité exécutif à une recommandation de cette même commission, alors présidée par mon collègue Richard Deschamps, au printemps 2017, dans l'objectif de permettre au public de prendre le temps de formuler une opinion et des recommandations à la Commission 3 semaines après avoir pris connaissance du dossier à l'étude. Par conséquent, dans ce dossier, la Commission a eu la possibilité de revoir des opinions éclairées pour formuler ses recommandations à l'administration. Le 27 février, une première séance de travail de la Commission, en collaboration avec la Division de l'urbanisme, du service de l'urbanisme et de la mobilité, a visé la présentation du dossier au commissaire en amont de la première séance publique tenue le 3 avril, au cours de laquelle les modifications proposées au projet de règlement ont été exposées. Au total, ce sont 12 documents qui ont été déposés et analysés par la Commission, dont 4 ont fait l'objet d'une présentation lors de la séance publique réservée à l'audition des opinions et des mémoires qui s'est tenue le 24 avril. En plus des personnes ayant formulé une opinion à titre individuel, ce sont des spécialistes du bâtiment, de la construction, de la santé publique, de l'accessibilité universelle et du développement durable qui ont soumis un mémoire à la Commission. Puis, dans le cadre de 2 séances de travail tenues les 8 et 16 mai dernier, la Commission a procédé à l'analyse du contenu des documents qui lui ont été soumis. L'analyse de l'ensemble des informations soumises à la Commission a permis aux commissaires de mener à bien leurs réflexions afin de formuler des recommandations qui sont en adéquation avec les interventions du public. Les commissaires ont bien saisi l'ensemble des différentes préoccupations qui ont été énoncées par les personnes qui ont pris part à la consultation publique, notamment en lien avec les 5 thématiques sous lesquelles sont regroupées les recommandations adoptées par la Commission le 21 mai dernier, soit l'accessibilité universelle, le développement durable, les superficies des logements, le développement du logement social et abordable, ainsi que le suivi et de l'inspection. En outre, la nécessité d'aller plus loin en matière de développement durable des bâtiments a été évoquée dans plusieurs mémoires et par plusieurs personnes. La Commission a également vu la pertinence de faire le lien avec des recommandations émises par la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs par le passé dans son rapport intitulé «
l'aménagement des bâtiments dans une perspective de développement durable sur le territoire de la Ville de Montréal, déposée à ce Conseil en 2017, afin que celle-ci ne soit pas oubliée lors de la prochaine phase de révision du règlement sur la construction et la transformation des bâtiments ou lors de la révision du plan d'urbanisme ou de tout autre outil réglementaire. La Commission a confiance que l'administration saura assurer le suivi le plus approprié à chacune des 24 recommandations qui suivent, même à celles qui ne sont pas directement en lien avec le projet de règlement à l'étude, mais davantage avec le plan d'urbanisme et qui ont été formulées dans l'objectif que les normes du bâtiment, de ce qui est rattaché, notamment le stationnement et le ruissellement des eaux de pluie, puissent résolument contribuer à l'atteinte des ambitieuses cibles en matière de réduction de GES. Conformément à la réglementation en vigueur, le présent document, de même que tous les documents afférents à la consultation publique menée, peuvent être consultés sur la page Internet du dossier sur le site des commissions permanentes. Finalement, je tiens à remercier les membres de la Commission pour leur travail et pour la pertinence de leurs commentaires. J'ai nommé le vice-président du volet municipal de la Commission, M. Dominique Perry, et les membres, Younes Boukala, conseiller d'arrondissement à la Chine, Yves Gignac, conseiller d'arrondissement à Pierrefonds, à Roxborough, Fanny Magini, conseillère d'arrondissement à Outremont, Jocelyn Posé, conseiller de ville à l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, Yves Sarrault, conseiller d'arrondissement l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, Véronique Tremblay, conseillère d'arrondissement à Verdun, Maëva Villain, conseillère d'arrondissement sur le plateau Mont-Royal. Je tiens également à remercier le service de l'urbanisme et de la mobilité, plus précisément l'équipe de la division de l'urbanisme sous la responsabilité de Mme Monique Tessier, chef de division, qui a travaillé à la bonne marche de ce dossier, sans oublier la secrétaire recherchiste de la commission du service du greffe, Mme Linda Lajeunesse, pour la coordination des travaux de la commission dans ce dossier. Je vous invite à prendre connaissance du rapport et des 24 recommandations qu'il contient, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Ryan. Mme Boivin-Roy. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci à M. Ryan pour la présentation qui était fort complète des travaux de la Commission. Simplement quelques petits mots. Première des choses, félicitations pour ce qui est du processus de consultation standard qui a été rigoureux et bien développé dans le cadre des travaux de la Commission. Également, le fait qu'on intègre la version la plus récente du Code de construction du Québec, c'est aussi une très, très bonne nouvelle. Parce qu'on comprend qu'on vient d'intégrer la version de 2010. On est en 2019, on intègre la version de 2010 et on travaillait avant avec la version de 2005. Alors, c'est sûr qu'il y avait un écart avec la réalité, donc on se rapproche d'emblée en travaillant de cette manière-là. Et également, le rapport nous dit à un certain moment donné, je lis la citation, « La réglementation peut certes participer à la panoplie des efforts à déployer pour assurer l'atteinte des ambitieuses cibles en matière de réduction des GES. » Et c'est intéressant à cet effet-là, entre autres, 15 des 24 recommandations qui ont été formulées sont sous le thème du développement durable. Alors donc, ça va être intéressant de voir les différentes phases de modification. On comprend que dès maintenant, il y a des modifications mineures qui sont apportées au niveau de la taille minimale des logements et également la demande d'exemption qui a été présentée par l'UTIL lors de sa présentation. Pour la suite, on verra les prochaines étapes. Et encore une fois, félicitations pour le travail. Merci beaucoup, Mme Boivin-Roy. Alors, ce rapport est déposé. Monsieur le leader, prochain chapitre. Chapitre 11, Madame la Présidente. Chapitre 11. Petit train va loin. Alors, chapitre 11, dépôt de pétition. Est-ce qu'il y a des pétitions à déposer? Aucune. Aucune. Wow. Chapitre 15, Madame la Présidente, en 1501, la première déclaration est une déclaration pour souligner la contribution de la communauté italienne et le mois du patrimoine italien. Et je laisse la parole à ma collègue Rosalie Filato. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Alors, Madame Filato, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, comme vous le savez, ici, à la salle du Conseil, à la Ville de Montréal, on parle souvent de l'importance de la mixité sociale, culturelle, économique. L'objectif de cette déclaration est donc de reconnaître la part de la communauté italienne à cette mixité, que l'on parle de la langue, de l'emploi, bien sûr de la nourriture.
Pour ceux et celles qui ne le savent pas, de par la façon que je parle très fort ou avec mes mains, je suis d'origine italienne. Je suis très fière d'être d'origine italienne. La 3e génération, j'ai eu la chance, le privilège de grandir avec mes grands-parents, de connaître leur parcours, d'apprendre la langue. Et c'est mon grand-père, Michele, qui m'a inspirée à m'impliquer socialement, à m'impliquer politiquement, notamment pour réduire les inégalités sociales et économiques à la ville, dans la province, etc. Lui-même, il l'a fait dans son milieu de travail. Il l'a fait politiquement, pas en politique active, mais c'était un habitué du conseil d'arrondissement. Il y en a certains ici qui le connaissent très, très bien. Pour ceux et celles qui connaissent l'histoire des vagues d'immigration italienne, il y avait toujours un leader naturel qui ressortait du groupe dans la vague d'immigration, qui accompagnait les nouveaux arrivants, les membres de sa famille ou ses amis à s'intégrer, à se trouver un emploi et à s'impliquer dans la vie à Montréal. Et je suis très fière de dire que c'était mon grand-père qui faisait partie de ce noyau-là. Et comme vous voyez, je suis très fière de lui et de mes origines. Quand on parle de ce leader naturel, avec les années, il y a eu des groupes qui ont émergé, justement qui faisaient ce travail-là d'aider, d'accompagner les nouveaux arrivants italiens. On peut penser à la Ciba que vous connaissez ici, qui a fêté ses 70 ans cette année, que notre collègue Christine Gosselin a eu la chance d'accueillir vendredi dernier. Et c'est un groupe, c'est une association qui a été créée après la guerre pour fédérer les gens d'affaires italiens, nombreux desquels avaient fait les frais des restrictions politiques à leur égard. Et 70 ans plus tard, ils continuent à accompagner la communauté italienne, notamment en accordant des bourses à des jeunes Italiens pour continuer à persévérer dans leur milieu respectif. J'étais à la Casa d'Italia la semaine dernière, le 2 juin, comme vous le savez, la fête de la République italienne. Et je peux vous dire, personnellement, j'étais très inspirée par les mots de la consul générale qui parlait de l'importance de l'implication des femmes, l'implication des jeunes. Et c'est des valeurs qu'elle souhaite promouvoir. Et elle nous encourageait collectivement à continuer à mettre de l'avant les valeurs italiennes au sein de notre communauté, que ce soit par des cours de cuisine, des cours d'art, des cours d'histoire ou au niveau de l'apprentissage de la langue italienne. Donc, je réitère à quel point je suis fière de mes origines, de voir à quel point les Italiens et les Italiennes ont contribué à cette mixité sociale, culturelle et économique de notre belle métropole. Allora, voglio ringraziare la comunità italiana, i miei nonni che hanno scelto Montréal come la terra d'accoglio e che hanno contribuito a fare di Montréal una comunità diversa. Alors, Madame la Présidente, viva la comunità italiana nella bella città de Montréal. Et sur ce, je propose, appuyé de ma collègue Popianou, que la Ville de Montréal reconnaisse la part essentielle de la communauté italienne dans l'histoire de Montréal et que la Ville de Montréal encourage la population montréalaise à participer aux activités de la Semaine italienne de Montréal qui aura lieu du 9 au 18 août prochain. Merci, grazie. Merci beaucoup, Mme Filato. Grazie. La parole à M. Perry. Merci, Madame la Présidente. Alors, il me fait plaisir d'apprendre que l'administration réalise qu'en 2011, il y avait 264 000 Montréalais et Montréalaises qui s'est déclarés d'origine italienne. Et il me fait plaisir qu'elle propose que la Ville de Montréal reconnaisse l'apport essentiel de la communauté italienne dans l'histoire de Montréal. Alors, c'est excellent, mais par contre, si l'apport de la communauté italienne est essentiel, alors je me demande pourquoi l'administration n'a-t-elle pas souligné l'année dernière cette occasion, même après mon rappel à la mairesse en pleine session du Conseil du mois de juin. C'est un oubli. Pourquoi, au Conseil du mois de mai dernier, qui précédait la fête de la République italienne, et le 10 juin,
l'anniversaire de l'internement des centaines d'Italo-Canadiens, l'administration n'a-t-elle pas souligné cet apport essentiel? Pourquoi, dans la version 1 de l'ordre du jour devant nous, l'administration n'avait-elle pas inclus la proclamation qui est devant nous et il a fallu que nous déposions notre motion à l'ITREM 65.06 pour lui rappeler qu'effectivement, presque 300 000 citoyens de Montréal d'origine italienne œuvrent depuis toujours dans toutes les sphères de la vie montréalaise. Peut-être c'est un oubli. Mais si l'administration est vraiment sincère quand elle écrit que des Italo-Montréalaises et Montréalais contribuent à bâtir et animer aujourd'hui tous les quartiers de la métropole, alors je lui offre une opportunité concrète pour le prouver. La Casa d'Italia, la Maison d'Italie, symbole historique de la présence de la communauté italienne et symbole de rencontres et de dialogues avec la société montréalaise, est dans un état financier très précaire. Grâce à une nouvelle administration de l'édifice composée de bénévoles, la Casa d'Italia tient une levée de fonds pour compléter l'œuvre de sauvetage. Alors, Madame la mairesse pourrait réitérer le geste symbolique du maire Camillien Hood avec les dons du lot où la Casa d'Italia est présentement située et participer à la vie et au destin de la Casa d'Italia. Alors voilà un geste concret pour Madame la mairesse et l'administration pour reconnaître véritablement l'apport de la communauté italienne au développement de notre ville. Merci. Merci, M. Perry. La parole à Mme Bourgeois. Merci, Madame la Présidente. Donc, vous comprendrez que mon intervention sera rassembleuse et fière, en fait, à titre de mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, de représenter fièrement une communauté, les Italo-Montréalais d'origine, en fait, bien sûr, comme on l'a dit, et dont je suis extrêmement fière parce que, vous savez, à Rivière-des-Prairies, ça compose, en fait, la communauté italienne compose 30% de la population immigrante de l'arrondissement. Et vous avez simplement circulé dans les rues de Rivière-des-Prairies pour vraiment constater cet apport immense qu'a la communauté dans le développement du quartier, que ce soit d'un point de vue culturel, communautaire, avec des institutions qui sont très fortes, qui contribuent à aider et à faire grandir la communauté, que ce soit cette culture aussi très riche et même cette architecture qu'on peut reconnaître de loin assurément. Donc, on ne peut qu'être inspiré par leur joie de vivre au quotidien et dans l'exercice de nos fonctions. Et c'est pour cette raison que je tenais à me lever aujourd'hui pour souligner haut et fort la grande contribution de la communauté italienne dans notamment l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, mais surtout à la Ville de Montréal. Grazie, Madame la Présidente. Merci à tous. Merci beaucoup, Mme Bourgeois. La parole à Mme Fumagalli. Oui. Alors, impossible de ne pas prendre la parole aujourd'hui en tant que fille et petite-fille d'immigrants italiens, première mairesse d'origine italienne de l'histoire de Montréal. Donc, femme, à ma connaissance, mairesse, j'ai dit. Quand même. Donc, vous retirez, merci. Alors, mes grands-parents se sont installés donc dans l'arrondissement que je représente, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, dans lequel aussi j'habite. Donc l'histoire de ma famille dans l'arrondissement est quand même important. Et on retrouve dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension deux institutions très importantes, donc comme l'ont mentionné les collègues avant, la Casa d'Italia qui a été vraiment construite pour aider la communauté et qui a aussi aujourd'hui une présence très importante, effectivement a besoin d'énormément d'aide pour pouvoir continuer sa mission.
Il y a aussi le CRAI qui a été fondé par Marissa Ferretti-Barth, qui est le Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes. Donc, la communauté dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est très, très importante. Notons qu'il y a énormément d'entrepreneurs, d'agents culturels, de personnes qui travaillent au niveau culturel notamment. On retrouve Marco Cagliari qui habite dans l'arrondissement. Il y en a énormément, énormément de personnes qui contribuent à faire de Montréal aussi, pas juste dans l'arrondissement, mais dans toute la ville de Montréal, les Italiens contribuent à faire de Montréal vraiment une belle ville où il fait bien y vivre. Donc, c'était juste un merci de la part de l'opposition de mentionner ceci. Merci beaucoup, Mme Fumagalli. Oui. Infatti sono orgogliosa di essere italiana e di rappresentare gli italiani qui a Montréal. Grazie. Grazie. Merci. Monsieur Rapana. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi tout d'abord, au nom de la communauté italienne, de remercier Mme Filato et Mme Popeano de nous honorer aujourd'hui avec cette déclaration. Déclaration que j'appuie comme conseiller de ville dans cette enceinte. Et j'aimerais apporter quelques petits éléments pour enrichir cette déclaration. Alors que nous faisons l'éloge de cette communauté qui représente sûrement un des modèles les plus réussis d'intégration et de participation au développement de Montréal, du Québec et du Canada, nous devons garder une pensée pour les membres de cette communauté qui furent internés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons un devoir de mémoire envers ces hommes et leurs familles et surtout le devoir de rester vigilants pour que tel événement ne se reproduise plus et c'est pour aucune communauté. Et à cet effet, je veux remercier, je prends l'occasion pour remercier publiquement le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, parce qu'il y a 3 jours, il s'est engagé à présenter des excuses officielles aux Italo-Canadiennes maltraitées au Canada au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, il est difficile de vivre une seule journée à Montréal sans être en contact avec un peu de culture italienne, tant elle est omniprésente. Monsieur le Président, la culture, la science, la technologie, l'art, la musique, la chanson, la cuisine italienne sont connues dans le monde entier. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Giovanni Caboto, Giovanni da Verrazzano, Guglielmo Marconi, Giuseppe Verdi, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Rita Levi di Montalcini, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, sont là quelques-uns des noms des génies qui, à travers des années, ont façonné l'histoire et enrichi le patrimoine culturel, ainsi de Montréal, et qui ont tous en commun l'origine italienne. Mais au-delà de la dolce vita, il y a l'histoire des milliers d'immigrants qui ont quitté leur belle Italie après la guerre avec l'espoir de se forger une vie meilleure dans une terre qu'ils ne connaissaient pas, ou presque. Eh bien, ils ont réussi et c'est de façon exceptionnelle. Leur ténacité, leur ardeur au travail et leur joie de vivre leur a permis de s'étayer une place de choix dans la ville de Montréal. Vous êtes sûrement d'accord avec moi, Monsieur le Président et chers collègues, si j'affirme dans cette enceinte que Montréal ne serait pas la métropole qu'elle est aujourd'hui sans la communauté italienne. Pour terminer, Monsieur le Président, permettez-moi d'inviter, comme a déjà fait Mme Filato, tous les Montréalais et les Montréalaises à participer aux activités de la communauté italienne cet été. À partir des Rivières des Prairies, où le comité des Italiens à l'étranger fête le 1er juillet la fête du Canada, suivra la Semaine italienne organisée par le Congrès national des Italo-Canadiennes et ensuite le Festival italien au Parc Les Hirondelles
de la part du comité de Notre-Dame de Pompéi. Ce sont toutes des activités qui, tout ensemble, font de Montréal une ville où il fait bien vivere, Madame la mairessa. Dunque permettetemi per finire una parola in italiano ai miei compatrioti che seguono questa discussione questa mattina per ringraziare ufficialmente la città di Montreal e il Consiglio Comunale per dare spazio alla comunità italiana e per permettere che questa città sia una città più inclusiva e più diversa possibile, dove vivere è una gioia. Grazie e buona giornata. Merci beaucoup, M. Rapana. M. Mieli. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de joindre ma voix à celle de l'administration, dont je remercie d'avoir amené devant nous cette déclaration qui réitère ce que le Conseil municipal a déjà par le passé reconnu. Certaines dates particulièrement importantes pour la communauté italo-montréalaise, entre autres le 2 juin, soit la fête de la République, mais le 10 juin, c'est en 2013 que le 10 juin a été reconnu par la Ville de Montréal journée commémorative de l'internement des Italiens lors de la Deuxième Guerre mondiale. Rappelons un peu cette honte que certains Italo-Montréalais devaient vivre, soit celle pour certains qui étaient déjà à Montréal, Montréalais, Québécois, Canadiens, qui avaient été même certains enrôlés par les forces canadiennes, qui ont été appelés à aller en Europe pour les Alliés, mais dont leur pays d'origine était plutôt avec l'Axe, et donc ici, à Montréal, étaient considérés des ennemis, étaient considérés des personnes contre le Canada, et donc pour plusieurs ont dû même être faits prisonniers de guerre. C'est ce qui est arrivé à plusieurs Montréalais d'origine italienne, et c'est ce à quoi mon collègue Rapana faisait allusion, et on espère que le Premier ministre du Canada accomplira donc ce geste d'excuse aux Canadiens d'origine italienne qui ont pu, lors de cette Deuxième Guerre mondiale, subir cet affront, je dirais, quant à l'internement. Une pensée aux Montréalais de la Casa d'Italia, mais aussi à ceux de la paroisse Madonna della Difesa, qui, que ce soit l'artiste Guido Nincheri, que ce soit d'autres paroissiens, ont été arrêtés pendant cette Deuxième Guerre mondiale, faits prisonniers de guerre, et aussi à rappeler que la fresque, l'art qui avait été peinte avant la Deuxième Guerre mondiale a été recouverte d'un linceul pendant les années de la guerre. Pourquoi je parle de Notre-Dame-de-la-Défense? Notre-Dame-de-la-Défense est encore ce lieu pour les Montréalais d'origine italienne où ils se retrouvent. Et ça m'amène à parler aussi des efforts des personnes, des immigrants qui, malgré qu'ils peuvent avoir, et on souhaite un succès, demeurent toujours humbles. Et c'est l'histoire, entre autres, j'avais loin d'avoir fait exprès, mais pas plus tard qu'hier, Emanuele Saputo, Lino Saputo est venu à l'église Notre-Dame-de-la-Défense et m'a remis ce livre qui a été rédigé avec John Parisella pour partager l'histoire d'un Italien comme un autre, une histoire de succès. Donc, indépendamment de la fortune que l'on peut avoir, l'humilité de l'homme est celle de revenir à son église, revenir dans son patelin de la petite Italie, où est-ce qu'il a, pour citer exactement ce qu'il dit, où est-ce qu'il a, les premières années de sa vie à Montréal, versé plusieurs larmes
à l'église Notre-Dame-la-Défense pour faire face aux enjeux qui étaient ceux de l'immigration. Une chose que je tiens à dire, c'est que si aujourd'hui nous parlons souvent en faveur et surtout nous tenons à combattre en faveur des droits des nouveaux arrivants, c'est souvent et surtout à cause et parce que plusieurs des premiers immigrants ont subi des torts, ont subi des injustices. Et donc, les Italiens, comme les autres vagues d'immigration aujourd'hui, peuvent se réjouir et devraient se réjouir des avancements dont des nouveaux arrivants peuvent faire. A mio turno dunque di ringraziare il Comune di Montreal d'aver proposto questa dichiarazione, avremo l'opportunità anche di farlo alla mozione nostra, ma ringrazio la collega Filato e i suoi antenati anche affinché anche lei oggi possa parlarci in italiano. Grazie. Merci beaucoup, M. Miali. Donc, la déclaration est adoptée. Nous allons procéder. Monsieur le leader. Monsieur le Président, c'est maintenant 15h02, le moment d'adopter la déclaration pour la Journée nationale et montréalaise des peuples autochtones, et je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Josée Parent. Puis vous avez le 724. Non, ils ne sont pas liés, ils ne peuvent pas être liés. Je vais l'appeler ensuite. Super, merci beaucoup. Madame Parent. Oui, bonjour à tous. Deux choses aujourd'hui. Nous déposons une version traduite officielle en Kanien'kehá:ka de la Charte montréalaise des droits et responsabilités de Montréal, une première traduction en langue autochtone. Nous nous y étions engagés en février, c'est chose faite. Et nous célébrons aussi le 21 juin, nous faisons une déclaration pour la célébration de la Journée nationale des Autochtones, de la Journée montréalaise des Autochtones aussi, le 21 juin. Je vais me permettre une petite capsule historique, si vous me le permettez. Le 21 juin 1996 est la première journée nationale des peuples autochtones. C'est donc sa 24e édition, si je puis me permettre, cette semaine. 1996, c'est aussi la fermeture de la dernière école résidentielle au Canada, les fameux pensionnats. Le 21 juin, c'est donc un moment important. C'est un moment charnière. C'est un passage à autre chose. Les pensionnats font partie d'une histoire extrêmement difficile pour le Canada, pour les peuples autochtones. Et la fermeture de cette dernière école signifie aussi l'ouverture vers autre chose, vers un monde meilleur. Et le 21 juin, donc annoncé en 1996, est aussi l'occasion de mettre de l'avant la richesse des cultures autochtones et d'inviter l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes à célébrer avec les peuples autochtones, avec les premiers peuples, leurs identités multiples. Je tiens aussi à rappeler que jusqu'en 1951, il était interdit de pratiquer sa culture lorsqu'on était autochtone au Canada. Les choses ont changé. Tout n'est pas parfait, on le sait. La Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a déposé son rapport ce mois-ci. Un rapport qui met en lumière des éléments extrêmement inquiétants de notre société, mais qui en même temps fait un appel à l'action, comme l'a fait la commission, le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, et qui nous demande à tous, gouvernements, citoyens, citoyennes, organismes, à travailler ensemble pour faire en sorte que ces violences, dont les femmes et les filles sont les premières victimes, ne se reproduisent plus. C'est important pour moi de le souligner, mais c'est aussi important pour moi de vous inviter tous et toutes à célébrer le 21 juin. La pratique des cultures, c'est un droit. Et c'est un droit que parfois on prend pour acquis, mais qui n'a pas toujours été acquis, justement, pour certaines populations, pour certaines nations. C'est important de le célébrer, c'est important de se retrouver et de faire rayonner les cultures autochtones. Et c'est aussi un moment privilégié pour participer à un processus de guérison que nous avons à vivre tous ensemble et à reconnaître l'apport essentiel des peuples autochtones dans notre tissu social passé, présent et futur. Je termine en vous invitant
officiellement à 3 événements. Celui au Quai de l'Horloge, le 21 juin à 10 h, organisé par le Festival Présence autochtone. Celui au Square Cabot, organisé par le collectif du Square Cabot à 15 h. Et celui organisé par Montréal autochtone sur les berges à Verdun, au parc Arthur Terrien, de 15 h à 20 h. 3 grandes occasions de venir découvrir nos cultures en couleur, nos langues aussi, et de participer à la communauté autochtone montréalaise. Merci. Merci beaucoup. Ah, pardon, Monsieur Langevin, allez-y. J'avais pas vu votre nom. Monsieur Langevin. Monsieur le Président, je salue cette déclaration pour la Journée nationale et montréalaise des peuples autochtones. Minitik Eten Entagé Jiban, en Ganagonkien, l'île où il y avait une bourgade. Aujourd'hui, je voudrais prendre le temps, une nouvelle fois, de reconnaître que, pour reprendre les mots de la Présidente, nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre, de diplomatie entre les peuples, ainsi que ceux traités de la Grande Paix. Depuis 1996, le 21 juin est officiellement reconnu et célébré comme la Journée nationale des peuples autochtones. Pour les Montréalais et Montréalaises, cette journée nous donne l'opportunité de souligner l'importance du patrimoine unique, de la diversité culturelle et des savoirs des Premières Nations, des Inuits et des Métis. À Montréal, la présence des peuples autochtones remonte à des milliers d'années. La ville était un carrefour d'échanges et un lieu de rencontre, bien avant la venue des colons français. Les sites Nivard à Verdun, Saint-Éloi dans le Vieux-Montréal et Dawson au centre-ville témoignent de cette riche présence autochtone sur l'île de Montréal. Le 13 septembre 2017, nous avions présenté les nouvelles armoiries de la ville de Montréal, intégrant les peuples autochtones pour mieux représenter la population montréalaise et l'histoire de la ville. Le pain blanc, choisi en accord avec les représentants des nations autochtones, symbolise la paix, l'harmonie et la concorde. Il est au centre du cercle de la vie. Aujourd'hui, la population autochtone montréalaise atteint plus de 20 000 personnes. En 2001 et 2016, la population autochtone de la région montréalaise métropolitaine s'est accrue de 211 %. N'oublions pas aussi la réserve Kanawake sur la rive sud du Saint-Laurent, où chaque année, la population Mohawk permet aux visiteurs de venir assister à des célébrations traditionnelles telles que le Powwow en juillet. Ainsi, cette journée nous permet de prendre le temps de reconnaître l'importance des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Mais elle nous permet aussi de reconnaître le terrible passé vécu par les populations autochtones, les violences faites aux femmes et le déracinement subi par des générations. Elle nous rappelle aussi les nouveaux défis auxquels les Autochtones vivant à Montréal doivent faire face. Éviter l'exclusion sociale, faire partie intégrante de l'économie, les problèmes liés à l'itinérance, les problèmes de santé, la relation avec les forces de l'ordre et le manque de ressources. En somme, prenons le temps de célébrer et prenons aussi le temps de nous dire qu'il reste encore du chemin à faire. Merci. Merci beaucoup, M. Langevin. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien sûr, j'aimerais remercier ma collègue Marie-Josée Parent et Monsieur Langevin. Merci pour vos prises de parole qui réitèrent l'importance de cette journée nationale et montréalaise des peuples autochtones. Vous savez, on a un grand privilège, une grande responsabilité à Montréal, celle de jouer, je dirais, d'être un peu des champions quand il est question de réconciliation. Et quand je dis champions, je pourrais dire influenceurs, des personnes qui peuvent donner de bonnes idées et partager de bonnes pratiques. Et en même temps, je dois dire qu'on a la chance également de compter sur d'autres villes et municipalités au Québec qui, elles aussi, font de très belles choses. Et au niveau des nations autochtones également, il y a de très beaux projets qui nous aident, nous, Montréal, à être une ville qui se veut exemplaire ou du moins qui ouvre la voie à ce que veut dire la réconciliation. Et la réconciliation, elle prend toutes sortes de couleurs, elle prend toutes sortes de tons. Il faut la voir un peu partout. Et je pense que c'est le rôle que, comme conseil municipal, on doit, nous aussi, être toujours vigilantes. On a la chance d'avoir une commissaire
qui nous aident justement à saisir les opportunités. Mais nous aussi, dans nos arrondissements, comme conseillers, conseillères, maires et mairesses, on doit toujours avoir en tête quelle est la meilleure façon dans les différents projets qu'on met en place, les célébrations, l'ensemble des activités pour les citoyens et citoyennes. Est-ce qu'on a une pensée ou une préoccupation pour les peuples autochtones? Et je pense qu'une journée comme celle-ci, qu'en est une de célébration, c'est bien sûr ce vendredi, elle est importante parce que là, on est justement en célébration, la fête, des moments pour être ensemble, pour apprendre à se connaître, parce que la réconciliation, c'est ce que ça implique. Ça implique d'apprendre à se connaître, de se découvrir ou de se redécouvrir. Et comme le disait ma collègue Marie-Josée, il y a différents événements qui auront lieu ce vendredi et j'ai bien hâte, bien sûr, d'y participer. Je nous invite tous et toutes également à le faire. Bien qu'il y ait une journée, c'est le 21 juin, mais je nous invite également à garder en tête que la réconciliation, on doit la garder en tête tout le temps et d'en faire une priorité dans nos différents champs d'action. On va également, en fait, cet après-midi, on va, entre autres, ça j'en suis très fière, parmi les gestes symboliques, on a parlé du drapeau, M. Langevin en parlait, mais il y a plein d'autres choses qui sont faites au sein de la Ville au niveau de la réconciliation. Je souhaite parler de la charte des droits et responsabilités montréalaises qui sera, on va la partager cet après-midi. Il y a un grand exercice qui a été fait pour pouvoir la traduire en langue mohawk et ça, j'ai très hâte de pouvoir rencontrer tout le monde pour le faire, qui est un geste, mais je disais symbolique, mais c'est plus grand que ça. C'est une reconnaissance, c'est une preuve d'affection. Preuve de dire on veut pouvoir parler à tous et chacun dans la langue qui est la leur. Alors, je ne vais pas vous lire l'ensemble de la déclaration parce que vous l'avez fait, mais je vais quand même me concentrer sur les résolus. Et en terminant, j'aimerais faire rapidement écho sur ce que disait ma collègue Marie-Josée sur cette commission on a eu le grand rapport qui a été divulgué plus tôt ce mois-ci, un rapport sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées qui est fort bouleversant et dont on doit prendre acte. Et peu importe la terminologie, bien que la terminologie soit très importante, vous l'aviez bien rappelé, Marie-Josée, je pense qu'il faut surtout se dire que cette situation-là est intolérable et inacceptable dans un pays civilisé, un pays comme le Canada. Personne ne devrait craindre pour sa vie parce qu'elle est femme, fille et autochtone. C'est absolument inacceptable et on doit tout faire pour que ça cesse. Alors, le résolu, que la Ville de Montréal réaffirme sa détermination à travailler de concert avec les communautés autochtones pour lutter contre le racisme et la discrimination auxquels font face les Montréalais et Montréalaises d'origine autochtone, tout en favorisant leur épanouissement social, économique et culturel, que la Ville de Montréal encourage les Montréalaises et Montréalais à célébrer la richesse des cultures autochtones en prenant part aux nombreuses activités organisées dans le cadre de la Journée nationale et montréalaise des peuples autochtones, et enfin, que la Ville de Montréal poursuive son engagement et la mise en œuvre de sa stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones. Alors, c'est proposé par moi-même et bien sûr appuyé par ma collègue Marie-Josée Parent, et je vous demande de l'appuyer à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Parfait. Monsieur le leader? Monsieur le Président, dans la foulée de cette déclaration, en 724, je dépose, appuyé de mon collègue Benoît Doré, la charte montréalaise des droits et responsabilités traduite en mohawk. Parfait. Est-ce que, monsieur... Non. On va en reprendre après. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup de joie que je me lève pour souligner la traduction de la Charte montréalaise des droits et responsabilités en Kanien'keha, en Mohawk. Évidemment, comme l'a mentionné la mairesse, et comme a fait référence à Mme Parent, c'est un geste symbolique, mais plus que symbolique. C'est une reconnaissance des apports de cette charte qui représente nos valeurs les plus fondamentales
dans une langue qui est là bien avant notre arrivée. Et ça fait partie également de reconnaître l'apport de la communauté Mohawk autochtone au fil des ans concernant l'histoire de Montréal. Je suis particulièrement fier parce que c'était, en tant que responsable de la démocratie dans le mandat précédent, où j'avais apporté différentes traductions, que l'idée m'était venue de venir la traduire en Mohawk, suite notamment au 375e. C'est quelque chose que j'ai partagé avec Marie-Josée Parent, et ensemble, on a travaillé ensemble pour trouver, s'assurer d'avoir l'appui des différents conseils des peuples autochtones, et évidemment, qui a suivi avec une déclaration conjointe, ici même au Conseil. Et ce qui relève évidemment de cette charte, c'est l'apport que ça peut dire et peut être utilisé à travers différentes communautés, notamment la communauté Mohawk, comme étant un lien, un document, un outil de partage, de collaboration et d'échange. Alors, c'est tout à fait à l'honneur de l'administration et de ce conseil de pouvoir aller de l'avant et continuer dans ce sens-là. Et je terminerai en disant que lorsqu'on pense à la devise de Montréal, Concordia Salus, l'harmonie par le bien-être, le salut par le concorde, ça démontre à quel point que ça fait partie de notre ADN et qu'on va pouvoir continuer à le faire. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, le point 724 est déposé. Monsieur le leader. Monsieur le Président, cela nous amène au chapitre 80, plus spécifiquement au chapitre 20 du chapitre 80. Et je vais proposer de réunir les items 2001 à 2005. Et je suis, Monsieur le greffier, appuyé de mon collègue Benoît Doré pour la suite des choses. Alors, en 2001, on accorde un contrat à Coforce Inc. En 2002, on ratifie la décision de prolonger de 2 semaines les contrats octroyés à l'entreprise Société en commandite Strongco. En 2003, on exerce l'option de prolongation du contrat octroyé à Groupe de sécurité Garda SENC. En 2004, on autorise une dépense de 391 000 taxes incluses, en faveur de la ville de Laval. En 2005, on accorde un contrat à Hydro-Québec, fournisseur unique pour le déplacement d'une ligne d'alimentation électrique à 12 kV. Il n'y a pas de demande de parole. Les points sont adoptés. On continue. Je propose, Monsieur le Président, de réunir les items 26 à 2010. En 26, on accorde un contrat à Normec Construction. En 27, on accorde un contrat à Environnement routier énergie pour des travaux d'aménagement d'une piste cyclable dans le boulevard Cavendish. En 2008, on accorde un contrat à Aquarea pour la réhabilitation d'une conduite d'aqueduc. En 2009, on accorde un contrat à Sonexin Services environnementaux pour la réhabilitation de conduites d'aqueduc. En 2010, on accorde un contrat à Procova pour des travaux de mise aux normes de la ventilation du garage à la caserne de pompiers 30. Merci beaucoup. Madame Latanzio. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'interviens sur le point 80-2008. Alors, Aqua Rehab, Sanexton, Infraspec, Clean Water Works, Institut Forme, voilà les joueurs dans le marché montréalais de la réhabilitation depuis des années. Cette intervention portera sur les 2 types de réhabilitation qui sont faits à la ville, soit les égouts et les aqueducs, et je m'attarderai sur celle des aqueducs parce qu'elle souffre de problèmes dont ne souffre pas encore celle des égouts. Commençons donc par le début, soit en 2008. Depuis qu'on compile les données, on remarque qu'on a octroyé une trentaine de contrats pour la réhabilitation d'aqueducs. 9 contrats à Aqua Rehab pour un total de 78 millions de dollars, 22 contrats à Sanexton pour un total de 220 millions de dollars et 2 contrats à Demix pour 17 millions de dollars. Il fut un temps où on le considérait que le marché de la réhabilitation était un quasi-monopole, puisque c'était toujours les 8 mêmes joueurs qui reportaient les contrats.
Aujourd'hui, ce sont absolument toujours les deux mêmes qui font de l'argent sur la réhabilitation à la Ville de Montréal. Concernant les prix, on remarque que pour les aqueducs, même en normalisant l'inflation, les prix du mètre ont absolument explosé. On est passé entre 2008 à 2012 entre 500 et 1 500 $ du mètre, et depuis 2017, on se retrouve avec des contrats entre 1 500 et 2 500 $ du mètre, passant plus proche à 2 500 $ d'ailleurs en 2018 et 2019. En ce qui concerne les prix pour les égouts, ils se retrouvent à être assez stables, voire même à la baisse. Si c'est rassurant pour le présent, ce ne l'est pas pour l'avenir. Le marché de la réhabilitation d'égouts est un parfait oligopole. 125 millions de dollars pour Clean Water Works et 105 millions de dollars pour Instituform. MSC Rehab a quitté le marché depuis 10 ans et SAID Canada l'a quitté il y a 2 ans. Veolia n'est pas rentré que pour un contrat et on se pète les bretelles, je m'excuse, l'air fier parce que Infraspec a réussi à avoir quelques contrats. Par ailleurs, Infraspec ayant commencé à travailler pour la Ville en 2017, je ne suis pas sûre que d'en parler comme un nouveau joueur soit très juste. Bref, on a 2 oligopoles dans le milieu de la réhabilitation et une administration toute sourire qui ne voit aucun problème, puisque, souvenons-nous, lors de un de nos derniers conseils, la réponse de M. Ouellet, qui a tenté de noyer le poisson en parlant des prix des égouts, alors que nous parlions de l'explosion des prix des aqueducs. De plus, en regardant les données, on s'est rendu compte que diminuer la grandeur des contrats, donc demander moins du mètre à réhabiliter, n'augmente pas les prix. Mais en effet, l'inflation prise en compte, on peut dire qu'il ne semble pas y avoir de lien entre le prix au mètre et la grosseur du contrat. Finalement, nous avons également remarqué qu'il y a souvent des mauvaises estimations. Pour être plus précis, depuis 2017, les estimations sont systématiquement à la hausse. Donc, quand on regarde le contrat, on pense immédiatement que ça coûte moins cher que prévu. Or, les prix explosent, mais les estimations explosent encore plus, ce qui fausse la réalité. Des estimations souvent à 10, 15, voire même 20 % trop hautes se succèdent et les Montréalais et les Montréalaises se retrouvent à payer trop cher. Merci beaucoup, Mme Lattanzio. Monsieur Ouellet, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique 20.08. Écoutez, je trouve ça très intéressant, l'analyse de Mme Lattanzio, mais malheureusement, il y a plusieurs contradictions dans ce qu'elle vient de dire. Premièrement, elle dénonce une situation qu'on connaît, c'est-à-dire, en effet, il y a peu de joueurs dans le marché de la réhabilitation, chose que notre administration fait tous les efforts pour essayer d'ouvrir le marché. Elle dit également, bien, écoutez, vous avez diminué la grandeur des contrats, ça n'a pas été efficace d'un point de vue des prix. Écoutez, on connaît, on sait que pour ouvrir le marché, il faut être capable d'avoir des fois de contrats de plus petite ampleur, pas nécessairement pour l'ensemble des contrats, mais ça prend des contrats de plus petite ampleur pour permettre à un nouveau joueur, des fois de plus petite taille, d'entrer dans le marché. Sinon, si on laisse uniquement des méga contrats, écoutez, ça va faire en sorte que ça pourrait être beaucoup plus difficile pour un plus petit joueur d'arriver. Je vous l'ai déjà répondu également. Au niveau, écoutez, vous l'avez même mentionné, il y a quand même un nouveau joueur. On a ici même, à l'intérieur du contrat, donc c'est Service Infraspec. Est-ce qu'on voudrait avoir plus de joueurs? Parce que lui, entre autres, c'était pour l'égout. Est-ce qu'on veut également plus de joueurs au niveau de l'aqueduc? Évidemment. C'est d'ailleurs une des premières questions que j'ai posées quand j'ai rencontré le département d'évaluation des contrats, des économistes de la construction. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'eau potable, je vais peut-être me répéter ici, mais il y a une difficulté supplémentaire qu'on est au niveau de l'aqueduc, au niveau de l'égout. Probablement, les diamètres sont règle générale plus petits, donc ce qui fait que les méthodes au ultraviolet sont à toute fin pratique impossibles. L'autre problème, c'est qu'au niveau de la gaine doit être certifiée d'un point de vue, évidemment, qualité eau potable.
ce qui fait en sorte que pour avoir une technologie qui permet ça, c'est plus difficile. Et en fait, pourquoi il y a cette situation de marché restreint? C'est parce que les producteurs de gaines, qui sont souvent pas québécois, qui sont souvent américains, après ça, quand ils décident de vendre, pas nécessairement le brevet, mais de vendre l'exclusivité de vente, il y a un seul joueur au Québec qui a souvent ce produit-là. Donc, ça veut dire que même s'il y aurait d'autres joueurs, je veux dire, la gaine au point de départ, s'il n'y a pas un nouveau producteur de gaines, ça ne fonctionnera pas. L'autre chose également que vous n'avez pas mentionné, par contre, dans votre intervention, c'est le fait que les prix au niveau de l'aqueduc ont augmenté. En effet, ils ont augmenté, mais pour une raison bien évidente, qui est au-delà, évidemment, de l'inflation naturelle, c'est que depuis quelques années, on remplace systématiquement les entrées de service au plomb, même dans des travaux de réhabilitation d'aqueduc. Auparavant, quand on faisait des travaux de réhabilitation d'aqueduc, on faisait uniquement l'aqueduc au centre, donc le tuyau au centre de la rue, mais on ne remplaçait pas sur les côtés, pour la simple et bonne raison qu'évidemment, la réhabilitation, c'est le fun, on n'a pas à tout excaver la rue, donc ça coûte moins cher, ça a moins d'impact. Par contre, pour pouvoir essayer de venir à bout des entrées de service au plomb, étant donné que c'est quand même une problématique au niveau de la santé publique, on a décidé que même pour les travaux de réhabilitation, on allait quand même ouvrir la rue pour les entrées, les différentes entrées de service, pour pouvoir plus rapidement réduire ça. Donc, évidemment, ça complexifie de beaucoup les chantiers. C'est-à-dire que des fois, il y a des chantiers où il y a une rue, il y a énormément d'entrées de service au plomb. Même pour une réhabilitation, ça fait énormément d'excavation, énormément de coupes de béton. On reconstruit les trottoirs. Gestion de chantier, évidemment, gestion de la circulation, c'est beaucoup plus compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que dans le tableau, il y a aussi le nombre d'entrées de service au plomb qui est remplacé à la même chose. On a même essayé de changer les règles pour que, par exemple, même un entrepreneur général puisse lui-même soumissionner et après ça, s'adjoindre en sous-contractant quelqu'un qui fait de la réhabilitation, vu que la partie, dans le fond, remplacement des conduites au plomb est de plus en plus importante dans certains contrats. On a déjà eu un joueur qui est un entrepreneur général qui s'est allié avec un entrepreneur de gaines. Malheureusement, le prix était quand même au-dessus de l'estimation. Donc, est-ce qu'on est au courant que les prix sont plus élevés, que c'est un marché restreint? Oui. Est-ce qu'on prend des actions pour essayer d'ouvrir le marché? Tout à fait. Et je profite d'ailleurs, souvent dans les foires commerciales, j'essaie d'intéresser des entrepreneurs aussi québécois à essayer de développer ce marché-là parce qu'il y a un grand potentiel, notamment à Montréal. On a encore plusieurs milliers centaines de kilomètres à refaire avec la technique de réhabilitation. Mais ceci étant dit, à la toute fin, est-ce que parce que le marché est restreint, parce que des fois, ça nous coûte plus cher, et c'est pas vrai qu'on accepte tous les contrats, il y a des contrats de réhabilitation qui sont trop chers et qu'on refuse. Est-ce que malgré tout, est-ce qu'il faudrait arrêter la réhabilitation? Évidemment que non. Parce que malgré le coût plus élevé que nous estimés, ça coûte quand même beaucoup moins cher de réhabiliter que reconstruire. En termes de gestion des impacts, on n'en parle même pas. Sur la circulation, ça a beaucoup moins d'impact les réhabilitations que les reconstructions. Et de toute façon, on a tellement de kilomètres à faire que si on devait demain matin tout reconstruire, on bloquerait à toute fin pratique la ville, mais ça serait aussi des impacts faramineux au niveau des finances publiques. Donc, oui, on veut ouvrir le marché, mais non, on ne se privera pas de la réhabilitation, y compris dans l'aqueduc. Merci. Merci beaucoup, M. Ouellet. Donc, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, cela nous amène à réunir les items 2011 à 2015. Et en 2011, nous résilions le contrat octroyé à Groupe Geyser Inc. pour les travaux de rénovation majeure de la caserne de pompiers 26. En 2012, nous accordons un contrat à Procova pour des travaux d'installation d'un système de captation des gaz à la source et divers travaux de rénovation à la caserne de pompiers 31. En 2013, on accorde un contrat aux entreprises Cogenex pour la mise à niveau des chambres de compteurs d'eau à la station d'épuration Jean-R. Marcotte. En 2014, on conclut une entente cadre avec Génipro pour une période de 36 mois. Et en 2015, on conclut 2 ententes cadres avec Cima Plus pour une période approximative de 36 mois. Merci beaucoup, Monsieur le leader. La parole à Mme Boivin-Roy. Merci, Mme la Présidente. Sur le dossier 2012, il s'agit d'un contrat de travaux d'installation d'un système de captation des gaz à la source et des travaux de rénovation dans la caserne de pompiers numéro 31 dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie.
On comprend que c'est un bâtiment d'intérêt patrimonial qui a été construit en 1931 et que le CIM devait mettre en place un plan d'action pour contrer les risques reliés à l'exposition aux fumées de diesel. Maintenant, dans le dossier, on voit qu'il y a eu 5 preneurs du cahier des charges et qu'une seule soumission a été déposée et que, bien sûr, dans cette perspective-là, la loi permet à la municipalité de s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure un contrat à un prix moindre et qu'il y a eu, dans ce cas-ci, des négociations avec l'entrepreneur en question et que celui-ci a accepté de réduire son prix de 131 000 $. Il y a des éléments particuliers au bordereau de soumission qui ont été discutés. Donc, l'écart est passé de 14 à 5,43 %. Maintenant, la question qui se pose, c'est au niveau des 5 preneurs du cahier des charges, hormis le plus bas soumissionnaire, il y avait 4 autres soumissions. Et dans les 4 autres, il y en a 3 qui ont manqué de temps apparemment. En fait, il y en a un, c'était au niveau des délais de réalisation qu'ils jugeaient insuffisants pour la réalisation du contrat. Et il y en a 2 qui ont simplement manqué de temps pour compléter la soumission. Ils ont apparemment priorisé d'autres appels d'offres. Alors, la question se pose à savoir si il y aurait eu possibilité pour l'administration de repartir en appel d'offres avec un affichage plus long. Ça a été 22 jours seulement dans ce cas-ci et des délais de réalisation plus longs également pour obtenir plus de soumissionnaires. Alors, c'est une question qu'on se posait, à savoir si ça aurait été plus favorable de faire ça plutôt que de négocier dans ce cas-ci de gré à gré. Alors, si c'était possible d'avoir une explication de l'administration, ce serait apprécié. Merci. Merci beaucoup, Mme Boisverrois. Monsieur Doré. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, c'est des questions qu'on a effectivement à se poser lorsqu'on est responsable du SGPI. On a regardé, en fait, si l'analyse qu'on a demandé, c'est en droit de réplique, bien sûr, ce qu'on a demandé donc aux professionnels au dossier. Lorsqu'on regarde les différents impératifs, le cahier de charge, l'ensemble des travaux qui doivent être faits dans l'ensemble de nos casernes, regarder l'échéancier, etc., ça nous semblait en fait tout à fait correct d'aller de l'avant. On doit s'assurer d'avoir un bon calendrier de l'ensemble des travaux. On en a plusieurs autres, il y a plusieurs lots d'ailleurs, vous en avez vu passer quelques-uns à la commission d'examen des contrats. Alors, j'étais parfaitement à l'aise finalement avec le nouveau prix qui a été négocié, surtout qu'on l'a fait sur les éléments qui avaient des différences assez significatives. Alors, j'ai aucun problème à recommander au conseil municipal d'adopter le contrat plutôt que de ne pas le faire et repartir en appel d'offres, surtout que lorsqu'on regarde ce qui nous a été donné comme raison. On ne voyait pas en quoi donner plus de temps ferait en sorte que soit les carnets de commandes à ce moment-là seraient déjà pleins et on aurait peut-être eu davantage qu'un seul soumissionnaire, mais avec des prix qui auraient peut-être été au-delà de ce qu'on voulait. C'est une gestion de risque qu'on a fait, mais avec le nouveau prix, on est à l'intérieur d'un écart qui nous semble raisonnable. Merci beaucoup, M. Doré. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, nous allons réunir les items 2016 à 2020. En 2016, on approuve une entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Cité de Dorval. En 2017, on approuve le renouvellement de l'entente cadre entre la Ville de Montréal et l'Association des transports du Canada. En 2018, on approuve un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'OBNL Apopex un terrain vacant comme étant le lot 3 790 934 du cadastre du Québec. En 2019, on décrète l'acquisition par expropriation ou tout autre moyen aux fins d'un projet de logement socio-communautaire, un immeuble situé au 6540 rue Hutchison. Et en 2020, on approuve le projet de modification de bail par lequel la Ville loue de 888 maisons neuves fiducie commerciales pour une période de 7 ans, un local situé au 888 boulevard de Maisonneuve. Merci, M. le leader. M. Baudry, à vous la parole. En fait, un autre projet très intéressant en logement social, je vais parler pour le point 2018. Apopex, les habitations populaires de Parc Extension, donc vraiment un organisme qui travaille à acquérir justement et à gérer des immeubles, mais surtout à favoriser des clientèles beaucoup plus vulnérables pour favoriser l'habitation au niveau de ces clientèles-là, surtout dans
dans un environnement où le resserrement locatif est quand même de plus en plus présent. Donc, ils possèdent plus de 400 unités de logement, d'habitation. Ils ont 18 projets dans 4 arrondissements différents. Donc, vraiment un organisme très solide. Ici, la Ville de Montréal vient leur vendre un terrain vraiment à bas prix, toujours dans notre optique de l'administration de développer plus de logements sociaux sur notre territoire. Donc, vraiment un projet qui va se faire sur le coin de la rue Villeray et Cartier, un immeuble que nous avons acquis en 2017 et que nous cédons maintenant grâce à la politique sur la vente des terrains municipaux pour la réalisation de logements sociaux à un prix très préférentiel, donc 55 000 $ pour le terrain. L'organisme devrait développer ce projet, c'est 11 logements sociaux Axélogie volet 3 qui seront développés pour des personnes qui sont dans le besoin. Donc, vraiment un autre projet qui nous permet d'atteindre petit à petit notre objectif de 12 000 logements. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Baudry. La parole à Mme De Ross. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est pour le même article, le 2018. Merci beaucoup, M. Baudry. Je connais Apopex plus que 20 ans maintenant. Ils font d'excellent travail dans la gestion des logements sociaux et abordables. Il n'y a pas longtemps qu'on a eu la visite de Mme Pompianou dans l'arrondissement. On a ciblé plusieurs lieux dans le parc extension et encore, on n'a pas eu aucune information si ils vont acheter, construire ou travailler avec les organismes pour les besoins de parc extension. Apopex, c'est un organisme de Parkex. Cartier et Villeray, c'est à Villeray. Alors, il y a plusieurs projets dans Villeray ainsi qu'à Saint-Michel. J'aimerais voir qu'est-ce que l'administration, avec tout le travail qu'on a fait, avec les lieux qui ont été ciblés et discutés, est-ce qu'il y aura des logements où on les a besoin par extension dans le prochain... Merci beaucoup, Mme De Ross. Monsieur Limoges. Ça va? Parfait. Alors, ces points. Monsieur Baudry. Question, et vous n'étiez pas sur le point qui était le projet d'Apopex. Donc, non, ce n'est pas une période de questions. À la prochaine période de questions, ça me fera un plaisir de vous répondre. Ou si vous venez venir me voir, on pourra parler du projet, mais ce n'est pas en lien avec le point exposé ici. Merci beaucoup, M. Baudry. Alors, Monsieur le leader, en fait, ces points sont adoptés. Madame la Présidente, de 2021 à 2025, en 2021, nous accordons un soutien financier de 800 000 $ à Patinage Canada. En 2022, nous accordons un soutien financier de 400 000 $ à l'Alliance des manufacturiers et exportateurs du Canada. En 2023, nous accordons un soutien financier non récurrent de 1 070 000 à 5 organismes. En 2024, nous accordons un contrat à environnement routier énergie pour la construction d'un massif de conduits électriques. Et en 2025, nous approuvons une 3e convention de prolongation de bail par laquelle la Ville loue de Cominard un local situé au 1200 rue Papineau à Montréal. Merci, Monsieur le leader. Monsieur Baisse. Merci, Madame la Présidente. C'est sur le point 2021. En 1887, Louis Rubenstein, Montréalais et père du patinage artistique canadien, a fondé la première association canadienne de patinage à Montréal, à la célèbre patinoire Victoria Skating Rink. Cette initiative marquera les débuts de la renommée du patinage artistique canadien, de la reconnaissance de l'excellence québécoise et donnera plus tard naissance à Patinage Canada. En 2020, le patinage artistique sera de retour à Montréal. Notre belle métropole accueillera les championnats du monde de patinage artistique pour la 2e fois seulement. Cela fait près de 90 ans que nous attendions un tel événement. En effet, le 21 juin 2016, l'Union internationale de patinage artistique avait lancé un appel de proposition à l'échelle du Canada pour savoir quelle ville voudrait accueillir les championnats et la ville de Montréal, sous notre administration, avait manifesté son intérêt.
Et quel beau souvenir! C'était d'apprendre le 6 juin 2017 que Montréal était officiellement sélectionné pour accueillir les championnats. Nous avions alors fêté à la nouvelle au Centre Bell, où aura lieu la compétition en 2020 au mois de septembre 2017. Les championnats du monde de patinage artistique à Montréal, c'est pour une évidence, mais c'est aussi un rayonnement à l'échelle internationale pour la ville. Près de 36 millions de dollars en retombées économiques, plus de 160 millions de téléspectateurs, un legs sportif de plus de 4,5 millions pour le patinage artistique canadien, dont 50% seront investis au Québec et à Montréal. Un centre de performance dédié au patinage artistique du Québec. Il y a de quoi être fier, et je suis fier d'avoir participé au sein de l'ancienne administration à la réalisation d'un événement de si grande envergure qui propulse Montréal sur les devants de la scène internationale. Une place qu'elle occupe déjà par excellence des athlètes que l'on forme sur nos bancs, nos écoles, nos patinoires, nos piscines. Je pense ici à nos ambassadeurs de patinage artistique comme Marie-France Debreuil, Patrice Lauzon, qui est le vice-champion et du monde aujourd'hui entraîneur, Tessa Virtue, Scott Moyer, récemment médaillé d'or aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, ou encore Joanie Rochette, qui est la championne canadienne et ambassadrice de Patinage Canada. J'invite donc, Madame la Présidente, tous les citoyens et citoyennes à venir encourager nos champions et ceux du monde entier du 16 au 22 mars 2020 au Centre Bell. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Baisse. Madame Boivin-Roy, à vous la parole. Je m'excuse, j'essaie juste de trouver le numéro de dossier. Alors, sur 2023, merci. Alors, nous sommes dans le cadre de la stratégie de développement économique Accélérer Montréal et le plan d'action sur le savoir et le talent. Et dans ce cas-ci, la question des talents qui est recherchée dans la conjoncture actuelle qu'on connaît, où ce n'est pas nécessairement facile pour la Ville de Montréal, qui fait aussi face à des enjeux d'accès à la main-d'œuvre qualifiée et des talents stratégiques. Alors, simplement, un commentaire. Dans le sommaire décisionnel, aux pages 4 de 187 et 6 de 187, on dit « Un jury a analysé les projets en fonction d'une grille de ponctuation pondérée, évaluant la pertinence et la cohérence des projets, leur impact, leur originalité, leur faisabilité, leur gouvernance et leur outil de suivi et d'évaluation. » Et à la page 6, on indique « Les projets retenus ont fait l'objet des recommandations de la part du jury réalisées de manière unanime. » Alors, c'est malheureux que le sommaire décisionnel nous parle de cette grille-là des projets, mais on ne l'a pas comme telle, la grille. On n'a pas non plus des détails sur la pondération de chaque projet qui a été accepté. D'ailleurs, on a juste les projets acceptés, on n'a pas les possibilités des projets qui ont été présentés. Alors, on aurait souhaité une bonification du sommaire décisionnel pour être en mesure d'apprécier le travail qui a été fait par le jury. Merci. Merci, Mme Boivin-Roy. Monsieur Baudry, à vous la parole. Merci, Mme Boivin-Roy. Madame la Présidente, je prends les commentaires. Je pourrais vous transmettre aussi toute l'information au niveau des grilles, là, au niveau de nos appels à projets. Puis effectivement, là, je pense que c'est une bonification qui pourrait être faite éventuellement dans nos prochains projets. De mettre par contre les autres projets qui sont là, qui n'ont pas été retenus, je ne suis pas tout à fait sûr, là, parce que des fois, c'est des projets qu'on veut bonifier, qu'on veut travailler avec les groupes qui ont déposé. Donc, ça sera bon. Mais au niveau de la grille d'évaluation, tout à fait, c'est une bonification qui pourrait être apportée lors de nos prochains décisionnaires, sommaire décisionnel en développement économique, donc j'en prends bonne note. Merci. Merci, M. Baudry. Donc, ces points sont adoptés. Monsieur le leader, on poursuit. Madame la Présidente, nous allons réunir les systèmes de 2026 à 2030 et en 2026, on conclut avec Informatique Pro Contact, 50 ans de cadre de durée de 3 ans pour des matériaux de services de câblage en télécommunications. En 2027, on accorde un contrat de gré à gré à Adobe pour la fourniture de licences logicielles. En 2026,
2018, on conclut avec les firmes Beauval et Recyc Béton des ententes cadres pour une période de 24 mois. En 2029, on accorde 4 contrats de services professionnels à Greb, Groupe Hémisphère et Amphibia Nature pour des audits écologiques. Et en 2030, on conclut des ententes cadres de services professionnels avec les firmes suivantes, Cima Plus et Fujitsu Conseil. Merci, M. Lider. M. Sari, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'interviens sur le point 2027 et le point 2030. Mais sur le point 2027, j'ai lu le sommaire décisionnel et on remarque qu'Adobe avait été pris pour une période de 3 ans. Aujourd'hui, on le prend pour une autre année. Or, le GDD précise que nous le prenons ici comme objectif pour une seule année afin de revoir les besoins utilisateurs. Ma question ici par rapport à ce GDD, on se demande pourquoi la dernière année du contrat n'a pas été, peut-être on n'a pas focusé, pourquoi chercher les besoins des utilisateurs. Et j'ouvre la parenthèse ici, Madame la Présidente, et vous allez recevoir un courriel aussi de ma part là-dessus. Aujourd'hui, on a reçu 2 clés USB pour déposer des documents. Sachant depuis que je suis élu, je le répète plusieurs fois, on met beaucoup d'argent au niveau du service technologie de l'information afin de faciliter l'usage de l'information, le traitement de l'information. Je trouve ça irresponsable, inacceptable qu'aujourd'hui, en 2019, on reçoit toujours des documents ici, sachant que la plupart des élus sont d'accord avec moi, on a des iPads, on ne peut même pas les plugger avec nos matériaux qu'on a ici sur place. Moi, j'ai ramené avec moi un ordinateur, heureusement, pour pouvoir les lire. Je me demande, c'est quoi les services et les besoins de la ville? On va voir un peu un autre besoin, mais on peut utiliser Adobe comme un collecticiel pour pouvoir collaborer et échanger des documents, notamment des documents PDF. Un autre élément, toujours dans le GDD, on donne une information qui me surprend un peu parce qu'il y a eu un comité exécutif dans lequel on a eu le premier accord de ce point-ci et ça a été approuvé le 12 juin, sachant que le début du contrat est le 3 juin. Je me demande, entre le 3 juin et le 17 juin, parce qu'on adopte le point aujourd'hui, est-ce qu'Adobe nous offre ce logiciel gratuitement? Comment ça va exactement? Est-ce que c'est par rapport à l'autre contrat, ou plutôt de l'année dernière, qu'on est en train toujours d'en bénéficier? C'est juste une explication sur ce point-ci. En ce qui concerne le point 2030, j'aimerais tout simplement ramener sur ce lot-là, parce qu'on parle encore une fois de la configuration et de l'intégration des systèmes d'information géographique. Et encore une fois, je fais un petit rappel pour l'administration afin d'avoir le réflexe dont j'ai parlé tout à l'heure quand on a déposé la cartographie. C'est un élément qui est quand même encourageant et qui peut me laisser comprendre, selon le GDD, qu'on pourrait et qu'on souhaiterait tous ensemble ici d'avoir une certaine intégration des couches cartographiques, sachant qu'on donne quand même un contrat de 1 163 216 $, juste ce qui concerne cette partie-là d'intégration des couches. Alors encore une fois, je demande un peu à l'administration d'avoir ce réflexe d'intégration de données, notamment pour les systèmes d'information géomatiques, notamment pour les systèmes d'information géographique et les couches des cartographies. Vous allez recevoir un courriel, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme solution, parce qu'on n'est pas en 2019 en utilisant des éléments de partage non écologiques avec du plastique, et que je peux vous dire tout simplement, 90% des personnes ici ne vont même pas les utiliser. Merci. Merci beaucoup, M. Sari. M. Croteau. Oui, en droit de réplique sur les points 80-20-27 et 80-20-30. Alors, tout d'abord, 20-27, juste pour vous dire que la demande est déjà faite auprès des services concernés par ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde sur la question de ne plus recevoir de clés USB, qu'on reçoive tout simplement les liens Internet pour pouvoir les télécharger et les utiliser directement. Vous savez que nos services technologie de l'information connaissent déjà pas mal les solutions qui existent à cet effet. Juste pour vous donner une information concernant plus spécifiquement Adobe. Au cours de la dernière année, il y a eu, bon an mal an, dans plusieurs services, des acquisitions de licences de façon individuelle, ce qui a créé un problème. Donc, dans le fond, on vient ici normaliser toutes les acquisitions qui avaient déjà été faites, prolonger d'une année en attendant que le GED, donc la gestion électronique des documents, soit développé au complet et qu'on puisse passer à une solution plus adéquate. C'est pour ça qu'on prolonge d'une autre année. Et ce contrat vient aussi intégrer toutes les autres licences qui avaient été acquises de façon, je dirais, indirecte par d'autres services et surtout dans les arrondissements, dans l'ensemble de la Ville de Montréal pour le 80-20-30.
l'ensemble des systèmes de géométrique à l'intérieur des données qui seront utilisées. Il y a éventuellement une stratégie d'intégration de l'ensemble de cette cartographie. Là, vous les avez en pièces détachées, mais l'objectif à la fin, c'est qu'il y ait un ensemble d'intégration. Actuellement, on travaille sur un autre projet PTI sur justement l'intégration de tout ça qui sera fait également sur le nouveau site Internet et qui éventuellement sera aussi en outil de visualisation pour les citoyens en données ouvertes. Donc, tout l'ensemble sera fait, mais pour le moment, il faut y aller de façon individuelle, malheureusement. Merci, M. Croteau. Ces points sont adoptés. Et oui, on me montre l'heure, alors il est moins 2. On va en profiter pour vous offrir 2 minutes de plus de petite pause et de retour à 19h tout à l'heure. Merci.